Merci de votre fidélité au programme de Renouveau TV. Bienvenue dans votre émission Les Grands Jurys. Ce soir, les Grands Jurys reçoivent le patron de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH. Vous l'aurez compris, nous recevons M. Agibou Boiré, président de la CNDH. Monsieur Boiré, merci de cette énième comparution devant les Grands Jurys. Je vous en prie, Monsieur Sidibé, merci de l'invitation. Avec moi pour vous interroger ce soir, nous avons Monsieur Laya Diarra, il est journaliste au soir de Bamako. Monsieur Diarra, merci d'être là. Merci Barou pour l'invitation. Abdraman Keita, il est directeur des publications de l'hebdomadaire malien Les Témoins. Bonsoir à Abdraman. Bonsoir. Et je suis Oumar B. Sidibé pour ceux qui nous suivent sur la radio Renouveau FM ou la 98.1 FM. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous dans votre émission Les Grands Jurys. Monsieur le Président, votre observation sur la composition du jury de ce soir. Merci, Monsieur Sidibé. Je dois dire que c'est ma première fois de comparaître devant M. Diarra. Oui. M. Keita est un habitué de ce tribunal et le président est indétrônable. Donc, a priori, c'est vraiment le même jury parce que j'ai l'habitude de suivre quand même les comparutions dans lesquelles il est dans la composition du tribunal. Donc, je sais que c'est toujours un tribunal intraitable, impartial, et surtout qui rend le verdict dans un délai raisonnable. Si la justice malienne pouvait s'inspirer de cet exemple, ça allait éviter beaucoup de détentions provisoires longues. Laya, vous avez des attentes particulières ce soir? Absolument. Barou, nous avons un syndicaliste d'abord qui se retrouvait défenseur des droits de l'homme. Je crois qu'il n'y a même pas de transition, puisque le syndicalisme aussi c'est la défense des intérêts matériels et moraux, donc défense des droits. Ouais. Il se retrouve au niveau de l'organe, la CNDH. Moi je crois que c'est encore les droits de l'homme. Donc il vient juste présenter le rapport 2022 de la CNDH. Donc nous allons ensemble décortiquer le contenu de ce document et parler de façon générale sur les droits de l'homme au Mali, puisque nous sommes dans un contexte, vous connaissez, où il y a trop de supputation. Bon, je crois que les téléspectateurs qui nous observent, ils attendent les explications qu'il va donner. Moi, c'est pour édifier l'opinion sur la situation des droits de l'homme au Mali. Donc, j'ai beaucoup d'attentes et j'ai aussi fait porte-voix aussi des Maliens pour écouter le président Boiré. Et pour l'interroger d'ailleurs. Absolument, absolument. Abdraman, nous avons M. Agibou Boiré. Très sérieusement, moi je n'ai pas d'attente particulière parce que je le connais déjà. Je l'ai beaucoup de fois accueilli ici et je n'ai aucune raison de penser qu'il ait changé entre-temps. Vous êtes un ancien de la CNDH aussi, effectivement, j'ai été membre mais de la CNDH en Saint-Luc. Voilà, Saint-Luc, c'est pas la CNDH que lui l'a dirigé, mais l'autre CNDH. Donc j'ai été membre de la CNDH. Aujourd'hui, je reconnais que la CNDH est beaucoup plus dynamique avec lui. Et il a plusieurs fois montré ici ce dynamisme, cet attachement aux droits de l'homme et aux libertés. Plusieurs fois qu'il est passé ici, il l'a montré. Nous n'avons aujourd'hui aucune raison de penser que nous allons accueillir un Boiré différent du Boiré on avait accueilli par le passé, d'autant plus qu'on le suit également souvent sur les espaces d'expression. Il n'a jamais dérogé à son devoir de rappeler les droits de l'homme, de rappeler à l'ordre par rapport à ce pourquoi il est dédié. Nous attendons de Boiré qu'il soit la même personne et je pense qu'il sera le même. D'accord. Voilà. Boiré, il y a quelques jours, vous étiez en tout cas face aux membres du Conseil national de la transition pour justement présenter le rapport 2022 de la CNDH concernant l'état des droits de l'homme au Mali. Nous apprenons
que les débats ont été vraiment houlés entre vous et les membres du CNT. Quels étaient les points saillants de ces points de discorde entre vous et les membres du CNT? Merci beaucoup encore une fois, M. Sidibé. Tout d'abord, je tiens à présenter mes voeux de bonnes et heureuses années aux téléspectateurs et téléspectatrices, au peuple malien. Que l'année nouvelle soit une année de bonne santé, de prospérité, de joie, surtout de paix durable. La réalisation veut vraiment jouer sur votre confort pour que vous vous approchiez un peu. Allez-y. Bon, Allez-y. Ok. C'est vrai, au mois de novembre, on a présenté notre rapport au Conseil national de transition, CNT, comme la loi nous le recommande, parce que en fait, la CNDH est l'Institution nationale des droits de l'homme du Mali, une autorité administrative indépendante créée par la loi. Et cette loi lui recommande chaque année de présenter un rapport sur la situation des droits de l'homme, la situation générale des droits de l'homme. C'est à ce titre que nous étions à notre 3e année, notre 3e exercice de présentation de ces rapports. Effectivement, les débats ont été très houleux, passionnés quelquefois, mais je m'y attendais parce que, bon, j'ai toujours dit sur ces plateaux que c'est un problème de compréhension, un problème de méconnaissance. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est que les droits de l'homme, c'est pourquoi il y a certaines questions qui sont posées. Et nous avons été amenés à apporter des réponses, j'espère satisfaisantes à ces questionnements et qui parfois peuvent dérouter un connaisseur du domaine. Quand les gens persistent à dire que les droits de l'homme sont une invention occidentale ou d'origine occidentale, je me dis c'est une méconnaissance parce que pour quelqu'un qui connaît l'histoire du Mali, la charte du Mandé, la charte de Kouroukanfouga, ce sont des instruments juridiques, les sources importantes des droits de l'homme et qui tirent leur origine du Mali. Donc le Mali n'a aucun complexe en matière de droits de l'homme. Mais il y a beaucoup qui s'agrippent à ces détails pour dire, bon, il faut qu'on crée nos droits de l'homme. Alors que quand on parle de droits de l'homme, déjà, on parle d'universalité. Ça veut dire qu'il n'y a pas de discrimination. Ça veut dire de l'homme avec grand H. Tout à fait, exactement. Donc c'était des questions du genre qui résultaient plutôt de la méconnaissance. Voilà, donc, mais nous nous sommes efforcés, sans passion, à apporter les réponses souhaitables. Parfois, c'était des questions qui pouvaient irriter, mais on a gardé notre calme pour apporter les réponses techniques. Parce que les droits de l'homme, c'est une matière, contrairement à ce que beaucoup pensent. Il y a même des gens qui se disent juristes. On peut être juriste et ne pas connaître les droits de l'homme. Aucun rapport. Les droits de l'homme, c'est une science à part. Mais c'est un peu étonnant quand même, parce qu'au CNT, il y a quand même des acteurs de droits de l'homme là-bas au CNT. Exactement. CNT, c'est pourquoi c'est un peu étonnant. Je suis le président de CNDH. De l'AMDH. L'AMDH du moins. Il a même passé. Il est même passé ici devant ce même jury. Exactement. Pourquoi est-ce que, en réalité... Parce que l'objectif même de leur présence, c'était de pouvoir expliquer les droits de l'homme à leurs collègues qui n'en savent pas grand-chose. Bon, on espère qu'ils vont se racheter et qu'ils vont pouvoir s'acquitter de cette tâche. En plus de lui, l'ancienne présidente de la CNDH aussi, Maître Khadija, mais qui intervient quand même dans le débat, il faut le reconnaître, lors de notre passage pour donner des éclaircissements, même pour nous appuyer, nous accompagner. Donc on peut estimer qu'elle joue son rôle. Il y a notre collègue aussi, Philippe Diakité aussi. Donc ils sont tous là-bas et on a espoir qu'ils vont peser pour que leurs collègues comprennent les droits de l'homme. Parce qu'ils sont là-bas pour cette raison. Okay. Allez-y. Bon, ma question est d'ordre général, Monsieur le Président. Est-ce qu'on peut dire que le respect du droit des citoyens, de tous les citoyens, y compris des personnes en situation de privation de liberté, constitue une priorité des autorités maliennes? Bon, moi je vais dire plutôt devrait être une priorité des autorités. Parce que tous ces droits que vous venez d'évoquer sont inscrits dans la Constitution. La Constitution est la loi fondamentale du pays. C'est-à-dire c'est la mère de toutes les lois. Et tout pouvoir tire sa légitimité de cette Constitution. Et si vous pensez aux efforts déployés et aux énergies déployées pour faire adopter d'ailleurs la Constitution actuelle,
Donc vous allez vous demander comment ne pas expliquer, comment ne pas respecter les dispositions d'une telle constitution. De long en large, cette constitution consacre une place privilégiée aux droits de l'homme. Depuis son préambule, le préambule, il y a 3 paragraphes qui sont consacrés aux droits de l'homme, aux droits de la personne humaine, aux libertés fondamentales. Après cela, il y a tout un chapitre, le chapitre premier, qui comprend 22 articles consacrés aux droits fondamentaux, aux droits des citoyennes et des citoyens. En plus de ça, dans le serment du président, il est consacré que le président doit préserver les droits et les libertés des citoyennes et des citoyens. Donc la Cour constitutionnelle également, le pouvoir judiciaire également, on dit même que les juges est les garants du respect des droits et des libertés des citoyens. Donc dans un tel contexte, je ne peux que dire que les autorités devraient faire du respect des droits de l'homme une priorité. Non, même pas ça, Monsieur le Président. Je peux aborder la question autrement. C'est qu'en réalité, selon les textes même qui consacrent l'avènement de la Commission nationale des droits de l'homme, l'État devrait être le premier acteur de la défense des droits de l'homme, en vertu notamment de ses obligations conventionnelles. Est-ce que vous voyez aujourd'hui l'État en train de respecter, d'être vraiment à jour par rapport à ses obligations conventionnelles, d'être le premier acteur de la préservation des droits et du respect des libertés? Bon, c'est mitigé. Vous savez, on a l'habitude de dire qu'il n'y a pas un paradis des droits de l'homme sur la planète. C'est-à-dire que tous les États du monde peuvent violer les droits de l'homme. Mais il est important de rappeler que l'État a l'obligation principale et le débiteur principal pour respecter d'une part et pour faire respecter les droits de l'homme. Et c'est à ce titre que nous établissons un bilan dans les rapports annuels sur la situation des droits de l'homme. Et dans ce bilan, malheureusement, la situation est préoccupante. Il y a beaucoup d'abus, il y a beaucoup de violations des droits de l'homme. Comme par exemple, Effectivement, s'il vous plaît, allez-y. Non, il va énumérer. Oui. Bon, les exemples ne manquent pas. Il y a des cas de disparition forcée, il y a des cas d'atteinte à la liberté d'opinion, à la liberté d'expression, il y a les populations déplacées internes. Tout cela relève de la responsabilité de l'État, en plus des assassinats, des meurtres à longueur de journée, parce que l'État a l'obligation d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Donc il y a beaucoup d'exemples qui sont vraiment précisés dans nos différents rapports, que ce soit les rapports annuels ou les rapports thématiques. Effectivement, dans vos vœux de 2024, pour 2024, vous exprimiez le souhait que 2024, en termes de droits de l'homme, ne soit pas comme 2023. Qu'est-ce que vous retenez de 2023 globalement, en termes d'avancée ou de recul des droits de l'homme? Bon, il faut commencer par les acquis, ce qu'on appelle les avancées. Bon, si vous prenez le sujet de l'esclavage par ascendance, par exemple, le gouvernement a fait des efforts à travers le ministre de la Justice, parce qu'il vous souviendra qu'en mars 2023, il y a eu des assises spéciales sur l'esclavage par ascendance, un procès qui est dédié aux infractions liées à l'esclavage. Après, le ministre de la Justice, il a pris des lettres circulaires à l'attention des procureurs et autres poursuivants et pour mieux réprimer la pratique de l'esclavage par ascendance. Il y a la relecture des différents codes, le code pénal, le code de procédure pénale, c'est pour intégrer les infractions qui n'étaient pas prévues dans l'ancien code. Maintenant, en termes de défis, il y a eu beaucoup de violations des droits de l'homme, beaucoup d'abus des droits de l'homme. Nous avons enregistré de nombreux cas de violation des libertés, les libertés individuelles et collectives. Nous avons enregistré des cas d'assassinat, de meurtre, des allégations d'atteinte au droit à l'éducation, parce que les écoles sont restées fermées, privant les enfants de leur droit à l'éducation. Les centres de santé également. L'État était quasiment absent sur certaines parties du territoire national, au centre du pays et dans les régions du nord. Il vous souviendra l'attaque du bateau Tombouctou, des exactions contre les forces de défense et de sécurité. Tout cela nous fonde à dire que la situation des droits de l'homme en 2023 était préoccupante. Voilà. Ok, bon. Et la responsabilité.
En termes de responsabilité, comme je viens de le dire, c'est l'État qui est le principal débiteur. Parce que l'obligation pèse sur sa tête d'assurer le respect des droits de toute personne qui réside sur le territoire national. Au-delà même des citoyennes et des citoyens maliens. Toute personne qui se trouve sur le territoire malien est sous la responsabilité de l'État. En plus de ça, lorsqu'il y a des allégations contre des acteurs étatiques, d'un point de vue technique, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs les violations, il revient à l'État de commanditer des enquêtes approfondies pour situer les responsabilités. Oui. Nous également, lorsque la division des droits de l'homme était là, on pouvait commanditer des enquêtes sur les lieux, sur les théâtres de certaines infractions et produire des rapports. Mais ces rapports ne disent pas forcément qui est coupable. C'est sur la base de ces rapports qui établissent qui déclenchent les enquêtes. L'État doit prendre les relais, soit de contredire à travers un autre rapport bien documenté, soit de confier l'affaire à la justice. Il reviendra en ce moment à la justice de trouver les coupables et de les sanctionner. Et c'est ce qui est recherché en matière de droits de l'homme, contrairement à ce que beaucoup de gens racontent. Parce qu'il faut finalement dédiaboliser les droits de l'homme. Les gens sont en train de dédiaboliser comme si c'était une question taboue, comme si on ne devait pas parler des droits de l'homme. Bien sûr qu'on doit parler des droits de l'homme. Dans tous nos engagements, la question des droits de l'homme est inscrite en bonne place. La charte les même, obligations conventionnelles. Tout à fait. La charte des Nations Unies même. Oui, sauf qu'on a l'impression que la CNDH ou toute autre organisation de droits de l'homme, vous êtes plus audible lorsque c'est l'État qui est mis en cause que par rapport aussi, par exemple, les groupes armés ou même les groupes terroristes sont visés par, en tout cas, certains événements. Non, c'est une impression. J'ai l'habitude de prouver le contraire à travers tous nos communiqués. Il ne s'est jamais passé d'exaction contre les forces de défense et de sécurité que la CNDH. Voilà. Donc ça, c'est établi, les archives de l'ORTM, les archives des organes de presse, bien avant le coup d'État. Hein. Vous pouvez remonter à l'année 2017, vous verrez que chaque fois qu'il y a eu des abus contre les populations, contre les forces de défense, nous sommes sortis. D'où qu'ils viennent, quoi. D'où qu'ils viennent. Oui, d'où qu'ils viennent. Abdelman, on va passer la parole à Layas. Oui. Ok, allez-y. 2023, dont je vous ai parlé, dont vous venez de parler, vous venez d'écrire, était pourtant une année charnière. Sur laquelle reposait beaucoup d'espoir. En 2023, qui a eu la Constitution dont vous parlez, aujourd'hui, qui garantit les droits de l'homme. En 2023, qui a eu l'aboutissement de tout ce qu'on a déclenché comme processus de refondation du Mali. Qu'est-ce qu'on peut dire que vous avez tiré de bon, vous, dans le domaine, dans le secteur des droits de l'homme, de la refondation et du Mali Koura tant vanté? Qu'est-ce que vous avez eu comme gain en termes de droits de l'homme? Bon, en termes d'acquis, je viens d'évoquer le cas du préambule de la Constitution, qui date de 2023, de tout un chapitre premier composé de 22 articles consacrant les droits de l'homme et les libertés fondamentales. En plus de ça, il faut reconnaître que ce n'est pas rien. Est-ce qu'il suffit que quelque chose soit dans une constitution pour que ce soit un acquis? Parce qu'en réalité, comme vous l'avez dit, regardez que chaque fois, tout est inscrit pratiquement. Et on continue quand même à parler, à gloser. Exactement. Ce qu'on peut noter également comme acquis concret, c'est le respect de l'indépendance et de l'impartialité de la CNDH, jusqu'à preuve du contraire. C'est préservé. À ce jour, nous n'avons pas reçu d'instructions formelles, de menaces formelles par rapport à la mise en œuvre de notre mandat. Ah bon? Même si nous apprenons... On ne vous coupe pas les vivres? Bon. Vous êtes sûr qu'on ne vous coupe pas les vivres par rapport à... Vous êtes traité de la même façon en termes de moyens d'action? Oui, tout à fait. Le passé? Non, tout à fait. La subvention continue d'être accordée. Donc, de ce point de vue, c'est un acquis. En plus de ça, dans les communiqués officiels... Même lorsque vous interpellez. Ah oui, mais on ne fait que ça lorsque ça ne va pas. Et lorsque ça va aussi, on apprécie, on félicite, on encourage. En fait, on a un rôle impartial, objectif et indépendant. Ni d'instruction, ni de menace. Non, formel, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à l'instant où je vous parle.
Voilà. Allez-y. Maintenant, vous étiez quand même dans la délégation du ministre qui était parti à Genève lors de l'évaluation, l'EPU. Et à l'occasion, le ministre avait dit, haut et fort, que l'insécurité et la présence des groupes terroristes constituent le principal facteur de violation des droits de l'homme. Est-ce que vous êtes d'accord avec le ministre de la Justice sur cette question? Bon, d'abord, je n'étais pas dans la délégation du gouvernement, parce que nous sommes une autorité indépendante. On est allé pour faire, nous aussi, une déclaration sur la situation des droits de l'homme au Mali. Donc, il y avait la délégation gouvernementale également d'un côté. C'est vrai qu'on ne se regarde pas en chien de faïence. L'objectif que la loi nous assigne, c'est de donner des conseils au gouvernement du reste sur la problématique des droits de l'homme, parce qu'on est censé être l'institution dédiée à cela. Bon, l'insécurité et le terrorisme constituent des facteurs de violation des droits de l'homme. Ça, c'est exact. Mais l'insécurité et le terrorisme ne peuvent pas être des causes ou des prétextes ou des raisons pour ne pas respecter les droits de l'homme. La nuance est très importante. C'est dire de façon générale que les droits de l'homme peuvent et doivent être respectés, même dans le cadre de la lutte contre l'insécurité et contre le terrorisme. Même dans une situation d'exception, même dans une situation de transition, le respect des droits de l'homme doit être constant. Ça, c'est important à retenir. Il est vrai que certains droits, certaines libertés peuvent être l'objet d'encadrement par la loi, mais cela n'est pas une raison pour vraiment s'adonner à une violation des droits de l'homme au motif qu'il y a l'insécurité, au motif qu'on lutte contre le terrorisme. Voilà. Allez-y. Oui, effectivement, vous l'avez dit, effectivement, et ces violations, ces abus se manifestent se traduisent par une restriction évidente des espaces de liberté dans le pays. J'espère que vous n'allez pas dire le contraire. Et sur fond de terreur judiciaire et d'arrestation tous azimuts, est-ce qu'on peut se résumer à dire ici qu'au Mali, désormais, la détention est devenue, n'est plus l'exception comme ce l'était avant? Ben, on peut tenter de le dire. Hein. Vous savez, c'est un secret de polichinelle. Nous, on l'a mis dans notre rapport. Le décernement systématique des mandats de dépôt n'est pas un indicateur dans la lutte contre la corruption. On l'a écrit noir sur blanc. Et on a toujours recommandé de respecter les dispositions du Code de procédure pénale qui veulent que la liberté soit le principe et la détention l'exception. Donc ce sont des choses publiques que nous dénonçons. Et nous faisons même des recommandations dans ce sens parce qu'il y a le constat triste de la surpopulation carcérale. Des prisons qui sont remplies, bondées. Pour ne prendre que l'exemple de la maison centrale d'arrêt de Bamako, conçue pour 400 pensionnaires. Et pendant l'année 2023, on est allé jusqu'à 4000 pensionnaires. Vous imaginez les conditions dans lesquelles les personnes peuvent être détenues, les conditions dans lesquelles la dignité de l'homme peut être bafouée. Donc ce sont des choses que nous dénonçons régulièrement et nous espérons que des dispositions seront prises, en plus de l'opérationnalisation de la prison de Kenyoroba. Parce que tant que l'émission systématique des mandats de dépôt où le décernement systématique des mandats de dépôt continuera, on a beau construire des prisons, on n'évitera pas la surpopulation carcérale. Or, la surpopulation carcérale est à l'origine de beaucoup de violations des droits des détenus. Pas que des détenus, parce que les gens ont l'impression que seules les personnes qui sont en prison peuvent en souffrir. Mais ils ont des parents qui viennent leur rendre visite. Ça devient un lieu de contagion exponentielle. Les gens peuvent sortir avec des maladies. Et même les surveillants des prisons peuvent être exposés à toutes sortes de dangers. Donc c'est pour toutes ces raisons qu'on demande aux gens de respecter les droits de l'homme. Justement, est-ce que vous, en tant que président des droits de l'homme ou le président de la Commission nationale des droits de l'homme, est-ce que vous avez l'accès facile à tous ces espaces carcéraux là? Oui, justement. À tous les lieux de privation de liberté, sauf deux. Oui. À Mopti, il y a certaines brigades de gendarmerie qui nous interdisent purement et simplement l'accès. On l'a dénoncé dans notre rapport. On a même écrit aux différents ministres concernés pour attirer leur attention là-dessus, mais la situation n'a pas changé. À la sécurité d'État également, parce que c'est normalement pas un lieu de privation de liberté, mais bon, c'est un secret de polichinelle que
nous investiguons et que nous établissons que parfois les personnes sont détenues à ce niveau. Oui, donc ensuite, nous pour revenir devons... un peu, Oui. Monsieur le Président, vous l'avez bel et bien dit que vous parlez aux autorités, on ne vous écoute pas par rapport à ces principes-là qui doivent être respectés. Et vous avez dit au passage que le juge est le premier garant. Qu'est-ce que vous pensez de ce comportement de cette justice qui, subitement, entretient la situation comme quoi qui a inversé ce principe que vous venez de dire, comme quoi la liberté doit être la règle et la détention l'exception. Hier encore, on n'était pas dans cette situation. Comment est-ce que quelle interprétation donnez-vous à ce changement brusque je vais commencer par paraphraser d'attitude? Ce qu'un grand intellectuel a dit. Tout peut être à terre dans un pays et le pays peut se relever, mais quand la justice est à terre, rien ne pourra marcher. Donc c'est vous dire à quel point le rôle de la justice est important. Et ce que vous dites en termes de menaces réelles sur les libertés individuelles et collectives, c'est constant. C'est un secret de polichinelle. Nous ne parlons pas dans les hasards. Quand nous parlons, ça veut dire que nous avons des dossiers, nous avons des plaintes que nous documentons. Ça veut dire que nous avons des éléments de preuve. Et j'ai même dit, je pense que c'était en début de semaine, que pour rien au monde, la justice ne devrait être un instrument entre les mains de l'exécutif pour museler les citoyennes et les citoyens. C'est le cas actuellement? Parce que... Vous pensez que c'est... Non, j'ai dit il y a des menaces sérieuses. Donc c'est pourquoi je l'ai dit, ne devrait aucunement. Donc c'est une alerte. Mais en tant que juriste, c'est une impression en aussi tant que juriste, on en a. en tant que juriste, moi je peux expliquer les dossiers conduits par le parquet. Parce que quand le parquet est saisi d'un dossier, les gens disent oui, laissez la justice faire son travail, la justice est indépendante. Le parquet n'est pas indépendant. C'est clair. Le parquet est subordonné au ministre de la Justice qui est membre de l'exécutif. l'exécutif. Donc à ce niveau, on ne peut pas parler d'indépendance. Il revient maintenant au juge d'instruction. La loi dit clairement que le juge d'instruction doit instruire à charge et à décharge. C'est-à-dire qu'il doit être impartial. Et au juge jugeant aussi de juger selon les règles d'une justice équitable, d'une justice transparente, d'une justice crédible. Et ça aussi, c'est une question de droit de l'homme. Allez-y, Laya. Et vous disiez tout de suite par rapport à votre accès au centre de détention, vous avez des problèmes au niveau de la sécurité d'État et à Mopti. La sécurité d'État, on peut comprendre, mais Mopti, pourquoi et quel argument est avancé pour vous interdire l'accès? Bon, aucun argument, honnêtement. À plusieurs reprises, on insiste, mais c'est la même réponse, la porte close, au niveau de certaines brigades de gendarmerie, et nous ne savons pas pourquoi. Mais au niveau des unités d'enquête, comme les commissariats de police, il n'y a pas de problème. Nous arrivons à faire le travail d'investigation, et même avec les acteurs judiciaires, les procureurs et autres, on arrive à faire le travail que la loi nous assigne. Voilà. La loi sur la cybercriminalité qui fait aujourd'hui, en tout cas, des ravages, hein, si je peux m'exprimer ainsi. Quelle lecture faites-vous de cette loi, de l'application de cette loi par l'institution judiciaire? Surtout qu'on nous sort quelque chose auquel les gens ne sont pas beaucoup habitués. Cette notion d'atteinte au crédit de l'État. Est-ce que vous pouvez, en tant que juriste, vraiment mieux expliquer ce que vous entendez par permettre aux citoyens de mieux s'y prendre? En fait, je vais le dire clairement parce que c'est mon rôle. La loi qui crée la CNDH nous demande d'expliquer ce que c'est que les droits, ce que c'est que les droits de l'homme. À ce titre, quand on me parle d'atteinte au crédit de l'État, je situe l'infraction dans son contexte. Parce que c'est une infraction à connotation économique et financière. Ça, c'est clairement connu. Maintenant, le problème du droit, c'est qu'il faut l'appliquer de bonne foi. C'est ce qui est demandé aux juristes. Sinon, on peut faire dire n'importe quoi à la loi. Tout ce qu'on désire, on peut faire dire ça à la loi. Mais un principe général de droit recommande que la loi soit appliquée de bonne foi. Et moi, de mon point de vue, une application de bonne foi de la loi... Ça se fait allusion à la moralité même de la... Une application de bonne foi de la loi devrait conduire à réserver cette infraction à son domaine, à son champ d'intervention,
qui est le champ économique et financier. Bon, le problème du droit aussi, c'est que ça suscite toujours des débats. Et c'est pourquoi, quand il y a un procès, il y a deux avocats qui peuvent être opposés par rapport à leur compréhension ou par rapport à leur opinion dans l'application d'un texte de loi. D'accord, allez-y. Et récemment, je crois qu'il y a eu des concertations entre des acteurs, société civile, sur la situation des droits de l'homme au Mali. Et qu'est-ce qui, à votre avis, quelles sont d'abord les raisons de ces concertations et quels constats, parce que je suppose que vous y étiez? Bon, je ne sais pas à quelle concertation vous faites allusion. Sinon, nous avons organisé notre symposium national sur la situation des droits de l'homme les 11 et 12 décembre. C'était effectivement pour faire le point sur l'état d'évolution du respect des droits de l'homme. À l'occasion, on a fait intervenir les organisations de la société civile, les forces de défense et de sécurité ont participé, et puis il y a même des experts nationaux et internationaux qui sont venus pour débattre de différentes thématiques. Des thématiques d'ailleurs qui étaient en lien avec l'actualité. Par exemple, les droits de l'homme et l'espace civique et politique était un thème qui a été débattu à bâton rompu. Et les gens ont donné leur opinion et c'était sur la base de constats que l'espace civique et politique connaît des restrictions en ce moment dans notre pays. Et ça va nous amener à faire des recommandations aux autorités pour un meilleur respect des droits de l'homme. Parce que c'est ça notre rôle. On ne peut pas être indifférent à des tendances de violation ou d'abus des droits de l'homme et ne pas réagir. Sinon, autrement, il vaut mieux fermer l'institution. L'État du Mali doit attendre mieux de nous que des applaudissements, de la laudation ou des discours dithyrambiques. On doit jouer notre rôle conformément au serment qu'on a pris. Monsieur Boiré, s'il vous plaît, j'arrive. Avec, en tout cas, la dissolution, la liberté d'association quand même est un principe consacré par notre constitution. Avec la dissolution de certaines organisations de la société civile, en l'occurrence l'association de Samoul, l'Observatoire, et même un parti politique. Il y a un autre parti politique dont la dissolution est quasiment en instance déjà. Quel regard Non, en instance. Quel regard vous portez déjà sur cette situation que vivent les organisations politiques et associatives? C'est préoccupant et c'est problématique. Il faut le dire tout de suite parce que c'est des jurisprudences que moi je qualifie de fâcheuses. Des mémoires de Maliens, peut-être que ça s'est passé sous d'autres régimes, mais moi je n'ai pas de souvenirs précis de dissolution d'associations ou de dissolution de partis politiques. Je n'ai pas de préjugés par rapport au fond du dossier parce que je ne suis pas un juge. Et cela relève de la compétence du juge. Mais en tant que défenseur des droits de l'homme, ça me donne des appréhensions. Et nous sommes saisis par ce dossier en tant que garant de la protection des libertés individuelles, des libertés d'association. Vous avez dit que la liberté d'association est inscrite dans la Constitution du Mali. Et dans l'ancienne aussi. C'est des droits civils. Voilà, tout à fait. Donc, ce sont vraiment des droits fondamentaux consacrés dans la Constitution et en connaissance de cause. Si vous prenez même la liberté d'expression, la démocratie tire sa source de la liberté d'expression. Parce que ce sont des expressions librement faites. Des expressions de suffrage. Voilà, qui permettent d'aboutir à la composition du Parlement et le Parlement prend des lois au nom des populations. Donc si les populations ne sont pas en mesure de donner leur opinion, je ne sais pas si on peut parler de démocratie. Or, dans le préambule de notre Constitution, on s'est engagé à préserver les idéaux du 26 mars 1991 et à consolider la démocratie. Au-delà de ça, dans les serments du président dans la Constitution, le même engagement existe, de préserver et de consolider la démocratie. Mais je me demande parfois, est-ce qu'on prend la Constitution juste pour la forme ou bien on cherche à respecter son contenu? Ça, c'est vraiment une question. On prête les serments aussi pour la forme. Bon. Sauf que dans certains pays voisins, on a quand même enregistré des dissolutions de partis politiques déjà. Oui, justement, c'est important. Oui. J'ai dit en matière de droits de l'homme, il ne faut jamais aller sur le terrain de l'analogie. Oui.
Il y a beaucoup de gens qui ont ça comme argument. Oui, ça s'est passé en ouais, Israël, donc on peut faire aussi. Non, en matière de droits de l'homme, l'analogie n'existe pas. Ce n'est pas parce qu'il y a eu des violations dans un pays qu'il n'y a pas eu des réactions à hauteur de souhait que nous devons nous adonner à des violations. Non. Tout comme la réciprocité n'est pas permise en matière de droits de l'homme. Il y a analogie dans le bon exemple. Oui, dans le bon exemple. Non, c'est vrai. La réciprocité aussi n'est pas permise. J'ai mes citoyens dans tel pays, on a attenté à leurs droits. Donc, les citoyens de ces pays, moi aussi, non, ça n'existe pas. C'est pourquoi vos débats sont très intéressants et importants. Ça permet aux gens de comprendre. Oui, mais... Voilà, il faut que les gens aient l'humilité de prêter une oreille attentive à ces explications. Oui, mais Monsieur le Président, allez-y, madame. Est-ce que tout ce que vous venez de dire, tout ce qu'il vient d'expliquer, que ça s'est déroulé ailleurs, ne procède pas de ce que vous avez ébauché dès le début de cet échange, comme quoi il y a une certaine banalisation, une remise en cause même de la démocratie et des acquis démocratiques qui prend forme un peu à travers le pays, à travers le monde, hein? À travers surtout au Mali. Moi, ce que je connais, c'est au Mali, qui prend forme un peu à travers le monde. Est-ce qu'il ne faut pas se résigner à admettre que, par exemple, pour ce qui concerne le Mali, c'est-à-dire l'universalité des droits de l'homme que vous défendez, ne s'accommode pas de cette situation exceptionnelle que nous vivons et de certaines options souverainistes même du pouvoir. Oui, non, c'est clair que la démocratie est le meilleur système politique. Il faut que cela soit su. Et à ce stade, ça ne nous est pas imposé. Nous avons opté en toute souveraineté, en toute liberté pour la démocratie. La preuve, on a inscrit la préservation de la démocratie dans la mère de nos lois, la Constitution. Ça, c'est pour une situation normale. Oui. Mais actuellement, nous sommes dans une situation exceptionnelle. Certains vous disent même que pour qu'il y ait droit de l'homme, pour qu'il y ait démocratie, il faut qu'on ait d'abord un pays. Et qu'on n'a même pas de pays. Donc cette situation exceptionnelle fait que vos préceptes universels, voilà la tendance, l'universalité comme j'appelle des droits de l'homme, ne s'accommode pas de cette situation souverainiste. Est-ce qu'il ne faut pas se résumer à l'admettre? Non, surtout pas. En fait, les gens font fausse piste parce que il se passe un phénomène en ce moment dans notre pays, peut-être dans d'autres pays, où les gens sont experts dans tous les domaines. Les gens se permettent d'opiner sur tout et son contraire. C'est ça le drame. Et c'est ce qui risque de créer beaucoup d'ennuis en nos pays. Sinon, on ne peut pas dire qu'une situation exceptionnelle, on ne doit pas respecter les droits de l'homme. Au contraire, c'est quand on est en crise, quand on est en période d'exception, que les risques de violation sont élevés. Et c'est en ce moment qu'il faut être vigilant, redoubler de vigilance pour surveiller le respect des droits de l'homme. Et cela n'a rien à voir avec l'accoutumance à l'exception. Donc allez-y, Laya. Voilà, sur cette question de menace sur les organisations et les partis politiques, vous disiez tout de suite que vous avez été saisi pour ce qui concerne l'Observatoire. Vous, CNDH, pour ce cas précis, qu'est-ce que vous pouvez faire? Bon, encore une fois, c'est la loi qui précise cela. La CNDH peut être saisie par des plaintes individuelles ou collectives relatives à des allégations de violation des droits de l'homme. Elle est tenue d'entreprendre des enquêtes, d'établir la réalité des faits et de tout entreprendre pour mettre fin. C'est en quelque sorte l'article 2 de la loi qui crée la CNDH. Donc, à ce titre, toute personne est fondée à nous saisir lorsqu'elle estime que ses droits sont violés. Et nous sommes tenus d'ouvrir un dossier pour enquêter. Donc, c'est au bout de l'enquête que nous allons nous faire notre religion du cas. Parce qu'il peut y avoir des motifs officiels, il peut y avoir des motifs apparents. Mais nous, notre rôle est d'aller chercher les motifs réels pour savoir est-ce que c'est compatible avec le respect des droits de l'homme ou pas. Et si ce n'est pas le cas, nous faisons des recommandations aux autorités compétentes et nous faisons le suivi. La preuve, nous entretenons des rapports de collaboration avec tous les départements pratiquement, parce que chaque fois que de besoin, on demande une audience, c'est pour venir parler des questions de droits de l'homme et pour venir expliquer ce que l'État doit faire, parce que nous sommes les conseillers de l'État en matière de droits de l'homme également. Allez-y. Dans la même lancée,
c'est que vous êtes une commission nationale. Il y a d'autres organisations de défense des droits de l'homme. L'AMDH est là, il y a la Ligue. Qui sont présentes là-bas. Oui, la Ligue. CNDH, Mais comment est-ce que vous là-bas. faites le travail ensemble? Oui, normalement, la CNDH, c'est l'émanation des organisations de la société civile. Parce que ce sont les organisations de la société civile qui désignent des représentants. Donc, C'est la fêtière, hein? Oui, l'association dont vous venez de parler est représentée au niveau de la CNDH. Mais malheureusement, à ce jour, il faut reconnaître à la vérité de dire qu'il y a une léthargie au niveau des organisations de défense des droits de l'homme. Les gens ont peur. C'est déjà un indice par rapport à la restriction de l'espace civique et politique. Donc, nous ne pouvons pas non plus exiger l'impossible de ces associations, parce que nous avons mené une petite enquête auprès de ces associations, auprès d'autres citoyens. Les gens n'hésitent pas à vous dire clairement qu'ils ont peur. Donc cette léthargie dont vous parlez, voilà, elle est récente ou bien ça date ou bien c'est sous cette transition? Bon, ça s'accentue. Nous avons commencé ce travail, comme je l'ai dit, bien avant le coup d'État. Je me rappelle bien à l'époque, certaines hautes autorités dans le gouvernement d'aujourd'hui étaient détenues au camp 1. Nous sommes allés les visiter pour nous enquérir de leurs conditions de détention. C'est dire que ce n'est pas une question de personne, ce n'est pas une question de régime. Mais de principe. C'est un combat qui traverse le temps. Et nul n'est à l'abri de la violation de ses droits. Donc nous, ce que nous pouvons faire, c'est de jouer notre partition. D'accord. Un clin d'œil aux acteurs du M5 déjà. Hein. Allez-y. Allez-y. Ouais. Effectivement, vous venez de produire un rapport. Il n'y a pas si longtemps que c'est là. Il y avait d'autres organisations, d'autres structures qui vous faisaient pratiquement ombrage dans ce domaine. On avait beaucoup plus les yeux rivés sur les rapports d'un certain comité d'experts des Nations Unies qui n'est plus aujourd'hui sur place puisque la MINUSMA a été dégagée du pays. Dans le sillage du départ de la MINUSMA, d'autres organisations sur lesquelles vous pourrez reposer ont quitté également le pays. Comment vous organisez-vous pour avoir un regard sur l'ensemble du pays et les choses qui s'y déroulent en termes de violation des droits de l'homme? Surtout la crédibilité de les rapports, s'ils ne peuvent pas accéder à l'ensemble. Oui. Non, c'est pas un problème. Hein. En fait, on ne peut pas dire qu'on assure un maillage à 100% du pays. Mais à ce jour, nous avons 5 représentations régionales et puis nous avons des relais dans beaucoup de parties du pays, surtout au nord et au centre. Donc nous avons des relais qui nous remontent des informations. Et lorsque les informations nous sont remontées, nous faisons le recoupement, un peu comme votre travail. Hein. Donc en termes de méthodologie d'enquête dans le domaine des droits de l'homme, c'est connu, c'est enseigné. On ne doit pas être forcément sur le terrain pour pouvoir produire un rapport crédible. Tout dépend de la fiabilité des sources et de la crédibilité des sources. Et nous nous assurons de cela. Et à ce titre, même si vous n'êtes pas présent sur le terrain, vous pouvez produire un rapport crédible. Maintenant, celui qui conteste un tel rapport est tenu de produire un autre rapport avec des éléments de preuve. La preuve du contraire. On peut dire que vous avez retrouvé votre monopole dans le domaine, puisqu'avant, c'était beaucoup plus ces rapports que... effectivement, des organismes internationaux qui sont... Bon, à ce niveau, on ne s'en plaignait pas, hein, parce que, en fait, le travail des droits de l'homme, c'est la complémentarité, plus que la rivalité. Et d'ailleurs, la division des droits de l'homme n'était autre chose que la représentation du Haut Commissariat des droits de l'homme de Genève. Et la loi qui nous crée, ce qui n'est pas su de beaucoup de personnes, nous recommande de promouvoir les partenariats avec tous ces organes, les organes des traités des Nations Unies et toutes les ONG, nationales et internationales. C'est indiqué dans la loi. Donc si on le fait, on ne sait pas où est le problème. D'accord. Là, vous avez une dernière grosse question pour l'invité. Oui, sur la question, parce qu'on se rappelle quand il s'est agi des faits de Moura, je crois qu'une équipe d'enquêteurs indépendante a débarqué, allé faire ses investigations, et la publication quand même de ce rapport quand même a suscité tollé. Et qu'une équipe de l'ONU vienne sans se référer à vous, organisation déjà nationale, est-ce que vous trouvez ça, est-ce que c'est normal? Parce que je me rappelle que des organisations s'étaient pleines. Oui, c'est normal. Il n'y a rien d'anormal dans cela. Vous savez, il y a Amnesty International qui se prononce sur tous les cas de violation des droits de l'homme à travers le monde.
Ils n'ont pas besoin de passer par qui que ce soit. Par les organisateurs. Oui, c'est ça. Surtout quand ils sont étatiques. Oui, c'est en fait, c'est leur rôle. À partir du moment où ils sont agréés comme tels, donc c'est dans leur mandat de faire la surveillance des droits de l'homme. Et d'ailleurs, c'est dans la complémentarité que les différentes organisations de défense des droits de l'homme doivent travailler. Il ne doit pas y avoir de rivalité ou d'adversité. Il faut plutôt la complémentarité. Et ajouter à cela que les organisations de défense des droits de l'homme ne sont pas des empêcheurs de tourner en rond, ce ne sont pas des ennemis de l'État. Au contraire, nous aidons l'État à respecter ses engagements. Parce que lorsque l'État prenait ses engagements, les organisations n'étaient pas là pour lui dire de les prendre. L'État a pris ses engagements à ratifier ces traités et conventions en toute liberté, en toute souveraineté. Donc ce n'est pas une question de diktat. Les gens déplacent les problèmes ou soit c'est par méconnaissance, soit c'est de mauvaise foi. Et c'est pourquoi... Non, sauf que sur la question, allez-y. parce que les gens ont dit que le rapport il est biaisé, soit. Bon. Mais la démarche qu'ils ont dénoncée, parce que les gens se sont dit qu'une équipe est venue, eux ils n'ont pas été associés à la démarche. Qui sont vos gens? La MDH. Oui. La MDH, parce que la MDH est une entité qui fait partie de la CNDH. Non, en fait, la MDH est représentée au niveau de la CNDH. Mais ils sont indépendants. Voilà, mais leur association est indépendante. Bon, ils ont peut-être leur texte de fonctionnement, mais je n'ai jamais appris en droit de l'homme que lorsqu'une organisation internationale vient pour enquêter, sauf si vous avez des conventions particulières dans un pays, que l'organisation a l'obligation de passer par une autre organisation. Je n'ai pas lu ça dans un texte. Allez-y, peut-être s'il y a des conventions particulières, venons-en à l'empiètement sur les délais des élections. On les a tellement remis que vous-même vous avez parlé d'accoutumance suite à l'exception. C'est un mot que j'ai reconnu. J'ai bien aimé le terme, une accoutumance à l'exception. Est-ce que cela peut être interprété comme une atteinte aux droits civils? Bon. Et c'est pas terminé. Et comment est-ce que vous voyez l'avenir des droits de l'homme si cette situation d'exception perdurait? Bon, justement, l'idéal, c'est qu'il n'y ait pas l'accoutumance à l'exception. Surtout que quand on essaie de justifier certaines entorses aux droits de l'homme par la situation exceptionnelle, donc il vaut mieux en sortir le plus rapidement possible. Et je l'ai dit dans mon propos, la démocratie aussi est consacrée dans la Constitution. Et la démocratie n'est rien d'autre que l'expression du choix populaire pour désigner les dirigeants. Ça, c'est important. Deuxième chose importante, c'est que les citoyennes et les citoyens maliens ont le droit de s'exprimer sur les questions d'intérêt national. C'est un droit fondamental. C'est dans la Constitution, c'est dans les traités que nous avons signés avec la CEDEAO, même dans d'autres conventions internationales, le pacte international sur les droits civils et politiques, et dont nous sommes partis. Donc, il faut expliquer cela aux gens, que ce n'est pas être contre son pays que de donner son opinion sur la marche des affaires publiques. Cela participe de la démocratie, cela est une exigence de la démocratie. Allez-y, Laya. Je crois qu'il y a eu un texte qui a été adopté, c'est créant la direction nationale. Un texte qui a été adopté, la direction nationale des droits de l'homme. En quoi ça peut être une avancée dans la promotion des droits de l'homme? Ça peut être une avancée si c'est bien compris et si le personnel en charge d'animer cette direction comprend son rôle. Parce que quelque part, nous l'avons souhaité en tant que CNDH. On n'a pas le même statut juridique. La CNDH est une autorité administrative indépendante. La direction est un service central de l'administration. Qui dit service central de l'administration parle de subordination. Or, en matière de droits de l'homme, l'indépendance est importante. Donc, nous, de notre point de vue, et lorsque nous avons été consultés, c'est ce que nous avons dit. Nous souhaitons que cette direction puisse servir de relais pour la mise en œuvre des recommandations de la CNDH et d'autres organisations de défense des droits de l'homme. Parce qu'en l'état actuel, au niveau du ministère de la Justice, il n'y a qu'un seul conseiller technique en charge des questions de droits de l'homme. Or, en créant une direction nationale, on va étoffer l'équipe. Et cette équipe, au lieu de venir toujours toquer la porte du ministre, on pourra travailler avec cette direction et procéder à la mise en œuvre
des recommandations qui peuvent être facilement mises en œuvre. D'accord. Voilà. Abdraman, pour la dernière question, allez-y. Bon, moi, je sais pas. Moi, je termine. Nous sommes alors au terme des questions, hein, des débats pour le compte de cette audience. M. Boiré, à présent, le jury va se retirer pour procéder publiquement à la délibération. Hein. Abdraman, nous sommes déjà dans le secret de la délibération. Oui, monsieur le Président, vous savez déjà le contexte dans lequel notre débat, notre échange avec le président de la CNDH est intervenu. Il est intervenu dans un contexte marqué notamment par des grandes appréhensions publiques sur l'avancée, sur la situation des droits de l'homme, je veux dire, dans le pays. Des droits de l'homme coincés entre deux acteurs. Le premier acteur, comme vous le savez, c'est dans le pays, ce sont les djihadistes, les terroristes qui confisquent les droits de l'homme. Et de l'autre côté, des autorités aussi qui pensent que la situation d'exception créée par cette insécurité devrait leur donner une certaine dérogation aux principes qui existent dans les textes qui consacrent ces droits de l'homme. Et nous avons un troisième acteur, qui est là, qui est l'arbitre de ces choses-là, c'est M. Boiré, que nous avons accueilli ici. Vous avez été vraiment témoin de la façon dont il a abordé toutes ces questions, de la façon dont il les perçoit. Il est resté lui-même. Il n'a pas changé d'un iota par rapport aux principes. Je voudrais dire, par ailleurs, qu'il a les principes chevillés au corps, s'il faut parler ainsi. Et son courage aussi et sa détermination à défendre ses droits de l'homme. Principe, finalement. Il a des principes chevillés au corps. Oui. Je préfère ça. Allez-y. Fait de lui vraiment la meilleure sentinelle des droits de l'homme dans ce pays. Et il a les arguments pour ça. Des arguments qui existent dans les textes qui le consacrent, des arguments qu'il avance. Et je ne pense pas qu'on puisse avoir à redire par rapport à tout ce qu'il a donné comme argument qui lui permettent, qui lui donnent le droit d'exercer son devoir d'ingratitude vis-à-vis des autorités dont il dépend. Je pense, Monsieur le Président, que cet homme, qui est pratiquement l'unique sentinelle qui nous reste, que sa liberté doit être préservée pour que vraiment les droits de l'homme et les libertés marchent dans ce pays. Je vous demande de l'acquitter. Laya. Bon, je n'en dirai pas moi, parce que c'est que Boiré, je l'ai suivi, je l'ai vu depuis fort longtemps, et je crois qu'à la tête de la CNDH, il s'est montré vraiment sentinelle. Et on le suit à travers aussi les postes. Chaque fois qu'il y a des situations, il n'hésite pas à dire quelque chose, à se prononcer, ce qui démontre à suffisance son courage. Puisque dans le contexte actuel du pays, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident, et vous avez vu aussi qu'ici aussi, il s'est défendu. On sait que c'est un homme qui est accroché quand même, qui tient au respect des libertés, des droits de l'homme. Il faut saluer ce courage. J'ai trouvé en lui, il n'a pas varié. Il n'a pas varié, et pour toutes ces raisons aussi qui ont été avancées par Abdraman, parce qu'Abdraman l'a dit, Abdraman a fait la CNDH, parce qu'il dit qu'avec les Bourré, c'est une autre CNDH, en termes de visibilité, en termes de lisibilité aussi dans les actions. Moi, je crois que pour toutes ces raisons qui plaident en sa faveur, il faut tout simplement le relaxer. Merci beaucoup. Au bénéfice de ces deux réquisitoires largement favorables à l'accusé, il me plaît donc de libérer purement et simplement le président de la CNDH, M. Boiré, des liens de l'accusation. Par conséquent, M. Boiré, vous êtes acquitté. Un dernier mot. Merci beaucoup. Et encore une fois, je tiens à saluer vraiment ces jurys. Ces jurys composés d'experts dans leurs domaines respectifs. C'est vraiment des grands intellectuels qui préparent les débats avant de venir. Donc, c'est qu'il y a une valeur ajoutée par rapport à la qualité des questions. Donc, je ne peux que saluer aussi cette constance
dans ces jurys. Je l'ai dit surtout par rapport à la rapidité de la sentence, parce que le suspense ne dure pas longtemps et la présomption d'innocence est respectée. Ça se passe en quelques minutes. Et c'est ce qui est vraiment l'idéal en matière de droits de l'homme, les droits à une justice équitable. Mais je voudrais ajouter un dernier mot. Allez-y. Rappeler tout simplement qu'il y a un autre phénomène qui se passe dans notre pays que je trouve écœurant. Je vois parfois des non-nationaux qui viennent, qui font de l'intrusion dans la marche des affaires du pays, qui prétendent même conseiller à nos autorités de brimer les citoyens et les citoyennes maliennes. J'ai appelé banalisation. Donc voilà, ça c'est vraiment un phénomène qui n'honore pas le pays et que des gens, des non-nationaux se permettent de conseiller à nos autorités et de brimer, de priver les Maliennes et les Maliens de leur liberté. Et pour des questions d'honoraires, honnêtement, le Mali regorge des ressources humaines qualifiées, tant à l'intérieur qu'au niveau de la diaspora, pour pouvoir conseiller les autorités. En ma qualité de conseiller de l'État également, je me suis permis cette digression. Merci encore une fois. Ainsi prend fin ce numéro de votre émission Grand Jury qui recevait donc comme invité M. Agibou Boiré. Il est le président de la commission